Eh bien, nous allons y aller parce qu'il est déjà 6h10, on m'a alloué une heure, ce qui est temps normal pour une conférence, mais là je suis un peu dans la situation de celui qui doit expliquer le monde en 10 minutes. Parce que le sujet est vraiment immense, et en même temps, les questions de préservation de la biodiversité sont devenues à un niveau d'urgence et de gravité comparable à la crise climatique globale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, très rapidement, qu'est-ce que la biodiversité ? Eh bien, la biodiversité est un terme, un néologisme, si l'on peut dire, car le terme est apparu en 1970. Donc, il y a plusieurs définitions, nous allons voir cela. Disons que la façon la plus simple de la définir, c'est tout simplement la diversité du vivant, hein, c'est d'ailleurs une contraction de ce terme. Il est devenu courant quand même à partir des années 80, mais surtout à partir de 1992, quand il y a eu la conférence de Rio sur l'environnement et le développement, où deux conventions internationales furent prises, celle sur la protection du climat et celle sur la biodiversité. Alors je ne vais pas énumérer toutes les définitions qui sont données ici, mais je le répète, la définition la plus simple, c'est tout simplement la diversité du vivant dans toutes ses formes. Avant d'aller plus loin, je vais vous définir deux termes essentiels, quelques termes essentiels. D'abord le terme de biosphère, qu'on entend parfois maintenant dans les médias. La biosphère, c'est la partie de la planète qui renferme l'ensemble des êtres vivants, parce que c'est la partie de la planète où la vie est possible en permanence. Un autre terme qui apparaît souvent maintenant, il a été longtemps ignoré, celui d'écosystème. L'écosystème, c'est l'unité en écologie, en quelque sorte. C'est une unité à la fois structurelle et fonctionnelle. Le terme d'écosystème est une composante, il y a une dualité, puisque c'est une composante à la fois qui comporte le biotope et la biocénose. Alors le biotope, c'est l'environnement physico-chimique d'un milieu donné, et la biocénose, c'est la communauté des êtres vivants qui peuplent ce biotope. Alors il y a plusieurs niveaux dans la biodiversité, du plus simple au plus compliqué, c'est la diversité génétique. Si on prend une même famille, eh bien aucun des membres de la famille, sauf dans le cas des jumeaux vrais, ne se ressemblent entièrement, parce que il y a ce qu'on appelle en génétique de l'hétérozygosie. Au-delà, on va arriver au niveau de l'espèce, on a la diversité taxonomique, et au-delà, on a le niveau le plus complexe de la biodiversité, la diversité écosystémique. Alors, je vais axer mon argumentation sur la diversité taxonomique parce que c'est à ce niveau que le plus couramment les écologues étudient la biodiversité. Le nombre d'espèces vivantes, ça qualifie la biodiversité globale. Quel est le nombre total d'espèces vivantes dans chaque groupe, dans chaque règne vivant. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a maintenant de nombreux règnes. Autrefois, il y en avait 5, dont le règne végétal, le règne animal et le règne microbien. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, si on prend les végétaux, les animaux, pour ce qui est le plus frappant pour quiconque regarde un peu dans la nature, eh bien, vous voyez, en ce qui concerne les plantes vertes, on connaît 288 000 espèces qui sont décrites de la science, 440 000 espèces d'animaux en dehors des insectes, puisqu'il y a plus d'1 million d'espèces d'insectes qui ont été décrites par la science. Mais en fait, c'est un peu la partie visible de l'iceberg parce que on ne connaît pas la plupart des espèces vivantes aujourd'hui encore.
Par exemple, chez les insectes, on a un peu plus d'1 million, et les estimations moyennes, c'est 7 millions et demi d'espèces d'insectes. Et vous voyez, selon les autres groupes d'êtres vivants, la partie en vert clair figure ce qui reste à découvrir. Alors, ce que l'on connaît le mieux sont les plantes. Les plantes présentent un avantage, ce sont des êtres vivants de grande taille, et elles ne s'échappent pas par définition. Donc c'est facile à observer. En revanche, vous voyez, même les champignons, on pense, alors qu'il y en a moins de 100 000 espèces décrites, on pense qu'il y en a au moins 1 million, et tout à l'avenant. Au total, on estime à l'heure actuelle que la biosphère compterait environ 12 millions d'espèces, dont la biodiversité globale est de 12 millions d'espèces, sans compter les bactéries, parce que les bactéries, alors là, les virus, c'est l'océan. Et sur ce total, la science connaît un peu plus de 2 millions d'espèces. Alors, quelque chose qui est important, évidemment, c'est la répartition de la biodiversité. Il y a des espèces dont la distribution géographique est quasi universelle, ou en tout cas, elles sont cosmopolites, elles vont se trouver sur plusieurs continents. Il y en a d'autres qui sont très localisées, qui vont être localisées à une région géographique bien définie, parfois à un étroit domaine qui peut aller à quelques kilomètres carrés. Alors, ce phénomène s'appelle l'endémisme. Et évidemment, plus une espèce a un territoire restreint, plus restreint le territoire ou le domaine vital d'une espèce, plus elle a des chances de disparaître, évidemment. On a des espèces qui peuvent être inféodées à une petite île de l'océan Indien ou du Pacifique. Il est sûr que ces espèces-là ont été les premières menacées d'extinction. Je citerai le cas du dodo de la Réunion et de l'île Maurice. Chaque île avait son dodo, il y en avait 3, il y avait 3 îles, ils ont disparu tous les 3. Alors je vous donne un exemple d'endémisme qui est classique, c'est un cas d'école parce que Madagascar est la région du monde qui présente le plus d'endémisme. Hein. Eh bien, les lémuriens, qui sont un sous-ordre, c'est énorme dans la classification, dans la position du sous-ordre dans la taxonomie est très élevée. Eh bien, les lémuriens ne se trouvent qu'à Madagascar. Et pour vous donner un autre exemple d'endémisme, il y a 64 espèces de caméléons dans le monde, mais il y en a près de 60 à Madagascar. C'est un endémisme incroyable. Et là, c'est une espèce qui s'appelle Variegata variegata, mais peu importe. C'est un des plus grands lémuriens après l'Indrie. Alors, cette biodiversité n'est donc pas répartie de façon homogène, et elle est même parfois concentrée d'une façon extraordinaire, au point que les écologues distinguent dans le monde 36 points chauds de la biodiversité. Ces points chauds représentent au total 3% de la surface des continents. Et sur ces 3% de la surface des continents, selon le règne vivant concerné, on peut avoir jusqu'à 50%, voire un peu au-delà, de la totalité de la biodiversité existante. Alors voici une carte qui figure les points chauds de la biodiversité. Et ce qu'il y a de très remarquable sur cette carte, c'est que, si l'on regarde bien, il n'y a que des régions continentales où on a une forte biodiversité et qui sont tempérées chaudes. Non, c'est la Méditerranée, donc je devrais dire aussi quand même la Californie, et vous avez en Asie centrale cette région des montagnes d'Asie centrale. C'est les seules régions tempérées, tout le reste c'est dans le domaine tropical. Alors je reviens au cas de la Méditerranée, qui est la région tempérée qui a la plus grande biodiversité de toutes les régions tempérées du monde. Eh bien, en Méditerranée, vous avez des zones, vous voyez, regardez là, vous avez ici les points chauds de la biodiversité en Méditerranée, les centres de haute diversité. Alors, la Méditerranée est un point chaud, mais on a dans la Méditerranée des zones où la biodiversité est particulièrement élevée. En ce qui concerne, vous voyez, le nord de l'Espagne, vous avez la Catalogne, vous avez une partie de la Provence et la Corse, en France, qui sont des zones de très haute biodiversité. Et
vous avez un endémisme important qui est dans la figure du dessous, vous voyez. Vous avez là les principaux centres d'endémisme élevés, et c'est-à-dire où il y a jusqu'à plus de 20% des espèces qui ne se trouvent que dans les zones qui sont en vert sombre sur cette carte. Alors bien entendu, ce sont les forêts tropicales qui de loin renferment la plus grande biodiversité du monde. Les forêts tropicales ne couvrent qu'une assez faible partie de la surface du globe, mais il faut savoir que, par exemple, dans les forêts tropicales d'Amazonie, on estime qu'il y a probablement 4 millions d'espèces d'insectes, vous voyez, qui restent en grande partie à découvrir, évidemment. Et évidemment, ce sont les zones équatoriales des forêts tropicales, c'est-à-dire en gros plus ou moins 12 degrés par rapport à l'équateur, où on a la plus haute biodiversité. Alors voici un exemple de forêt tropicale, c'est dans le sud du Costa Rica. Et ce qui est remarquable dans ces forêts, c'est la stratification complexe. C'est-à-dire que la forêt va présenter plusieurs zones, depuis les plus grands arbres, il y a des arbres émergents même, qui sont au-dessus de la hauteur moyenne de la canopée, et puis on va trouver à tous les niveaux des strates, avec évidemment des espèces adaptées à ces strates. Celles qui sont le plus près du sol sont très sciaphiles, parce que le sol dans une vraie forêt tropicale vierge est dans une pénombre permanente. Parce que la couverture foliaire est telle que l'essentiel de la lumière solaire est capté par les strates supérieures. Donc vous arrivez à des niveaux d'intensité lumineuse qui sont si faibles qu'on a besoin du flash pour faire des photos au pied des arbres des forêts tropicales. Alors en milieu océanique, l'équivalent des forêts tropicales, ce sont les récifs coralliens dont la biodiversité est proche du niveau de la biodiversité des forêts tropicales. Alors il y a plusieurs types de récifs coralliens. En gros, vous avez ici les récifs frangeants. Là, vous avez les récifs barrières. La grande barrière australienne étant le plus grand récif barrière du monde. Elle s'étend sur 2000 km quand même. Et là, vous avez le troisième type, les atolls, qui ne se rencontrent qui ne se rencontrent que dans le Pacifique. Et vous voyez, ces récifs peuvent émerger à marée basse, et les coraux sont adaptés pour un rayonnement solaire ultraviolet très intense. Et bien entendu, on a une faune extraordinaire. Pour vous donner un exemple, vous voyez le récif barrière de Moorea. J'ai eu le privilège de rester 3 semaines au labo de recherche du CNRS sur les récifs coralliens, qui n'est qu'à Moorea. Eh bien, Moorea, ça fait 10 km de diamètre. Donc vous voyez à peu près le récif corallien, c'est pas grand-chose. Il y a plus d'espèces de poissons connues dans le récif de Moorea que dans toute la Méditerranée, qui est pourtant une mer de haute biodiversité. Alors, le problème actuel de la biodiversité, c'est que elle est, à certains égards, en effondrement total pour certains groupes d'êtres vivants. Et de façon générale, elle est en régression. Alors, certains objectent, mais il y a toujours eu des extinctions, c'est bien connu. L'histoire de la biosphère est marquée par toute une série d'extinctions faites depuis le début du Cambrien, il y a 542 millions d'années. On connaît 17 épisodes d'extinction. Mais il y en a eu 5 qui ont été particulièrement importantes. Celle de l'Ordovicien, il y a 500 millions d'années. Celle du Dévonien, il y a, disons, 380 millions d'années. Celle du Permien, il y a 248 millions d'années. Et celle à la jonction du Crétacé et du Tertiaire, il y a 55 millions d'années. Et maintenant, on parle de la 6e extinction. Non, excusez-moi, celle du Tertiaire est à ce niveau-là. Il y a eu l'extinction du Trias, dont je n'ai pas parlé, à la fin du Trias, et à la limite au Trias du Jurassique. Actuellement, on est à la 6e extinction, c'est-à-dire l'extinction de ce qu'on appelle l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est l'ère actuelle où l'homme est devenu un facteur biogéochimique majeur pour l'ensemble de la biosphère.
Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que quand on étudie la paléoécologie et en particulier l'histoire de la vie animale ancienne, eh bien on découvre tout simplement que l'extinction des grandes espèces d'animaux a suivi les traces de l'homme depuis l'expansion de l'homme à la surface de la Terre, puisque on sait très bien que le genre humain, je ne dis pas l'espèce humaine, parce qu'il y en a eu plusieurs, le genre humain est apparu en Afrique, on pense dans la zone du Rift, il y a entre 2,5 et 3 millions d'années, et ultérieurement, disons à partir de probablement 1,5 million d'années, les hommes, c'était pas encore le sapiens, ont commencé à rayonner partout. Et chaque fois que l'homme est arrivé dans une zone continentale, de grandes espèces ont disparu. Pour vous donner un exemple, il y a 18 000 ans, quand la France était entièrement congelée par l'épisode le plus froid de la glaciation du Würm, la dernière, eh bien, les hommes de l'époque, qui était l'époque moustérienne, se régalaient de manger les jeunes rhinocéros laineux, un peu comme les porcelets, vous voyez. Il faisait rôtir les jeunes rhinocéros laineux, ce qui est la meilleure façon de faire disparaître une espèce. On surchasse les jeunes. Alors, la 6e extinction, évidemment, celle due à l'homme, s'accélère. Vous voyez, vous avez un tableau là qui figure les extinctions de grands mammifères et d'oiseaux depuis les débuts du temps moderne. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate, vous voyez, c'est que de siècle en siècle, le nombre d'espèces disparues a augmenté, et évidemment, le 21e siècle, avec les bases sur lesquelles il est en train de fonctionner, va abattre tous les records. Parmi les extinctions réputées, vous avez le roc, qui a disparu de Pologne au XVIIe siècle. Vous parlez des drontes, les dodos de la Réunion, de Maurice et de l'île de Rodriguez, puisqu'il y a 3 grandes îles dans les Mascareignes. Eh bien, vous voyez, on est à la fin du XVIIe siècle. Et le pigeon migrateur, parmi bien d'autres dans les temps modernes, il y en a existé des milliards dans les forêts qui étaient situées au sud des Grands Lacs, en Amérique du Nord. Eh bien, le dernier individu est mort au zoo de Cincinnati en 1915. Et en date très récente, on a un grand mammifère qui a disparu encore, le dauphin du Yangtze, qui n'a pas survécu apparemment au barrage des Trois Gorges, qui a été inauguré par la Chine, disons, dans les années 90. Et c'est un dauphin d'eau douce qui mesure quand même entre 2 et 3 mètres de long. C'est pas une petite bête, hein. Parmi d'autres, parce qu'il y a eu plusieurs grands poissons du Yangtze qui ont disparu, parce que le barrage des Trois Gorges a séparé leur zone de reproduction de leur zone de croissance et de maturation sexuelle, dont les espèces ont disparu. Dont en particulier l'espadon du Yangtze, qui était une espèce d'eau douce, qui n'est pas du tout liée zoologiquement à l'espadon marin. Alors, vous voyez la croissance de la vitesse d'extinction des espèces sur ce diagramme, à partir de on a mesuré la vitesse d'extinction des espèces, et vous voyez qu'est-ce qui se passe. Eh bien, à partir de 1900, eh bien, les extinctions s'envolent. Vous voyez là. Et ça dépend des groupes animaux. Une chose très préoccupante, c'est que les amphibiens présentent un taux d'extinction absolument record, que l'on n'arrive pas entièrement à expliquer à l'heure actuelle. Donc, je vous ai déjà parlé de l'Anthropocène. Et voici quelques données. On estime que la vitesse d'extinction est de 10 à 100 fois plus rapide que celle dans les 10 derniers millions d'années quand même. Qu'1 million d'espèces sont menacées d'extinction proche, c'est-à-dire dans quelques décennies, dans 2 ou 3 décennies. Et on considère que 2 millions d'espèces, mais il s'agit essentiellement d'espèces de plantes ou d'animaux. Ça met de côté tout ce qui se passe par ailleurs. Vous voyez, 2 millions d'espèces d'ici la fin de ce siècle. Alors on a classé évidemment, on a fait une classification des risques des espèces, c'est l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources. Et l'UICN
distingue plusieurs états de degrés de menace, depuis l'espèce éteinte jusqu'à l'espèce dont, disons, il y a des préoccupations mineures, mais qui n'est pas, on peut dire, menacée dans les données actuelles. Alors, des exemples de déclin de grands groupes animaux, les récifs coralliens, vous voyez les récifs coralliens, la vitesse à laquelle les espèces disparaissent. Le grand problème des récifs coralliens, c'est qu'ils sont particulièrement sensibles au réchauffement climatique. Les coraux sont des organismes extraordinaires, ils exigent des eaux très chaudes. L'isotherme 18 degrés dans l'océan, c'est la limite de la répartition des récifs coralliens. Il suffit 18 degrés, ça veut dire qu'il suffit d'un jour par an à 18 degrés pour qu'il n'y ait pas de récif. Et il se développe entre 25 degrés et 30-31 degrés. Mais alors qu'ils exigent des eaux très chaudes, eh bien, ils sont très sensibles ils sont dits sténothermes, c'est-à-dire leur domaine de température tolérée est très étroit. 1 degré de plus et déjà leur déclin commence. Alors les mammifères, c'est, voyez-vous, quand même moins préoccupant, mais ils déclinent, parce que là, c'est l'indice qui est figuré, c'est l'indice qui est calculé sur un intervalle de l'année. C'est pas un indice qui englobe une durée de temps significative. Donc, vous voyez, il y a des problèmes dans tous les groupes du vivant, quoi. Alors, quelles sont les causes de l'effondrement de la biodiversité? Eh bien, on distingue deux causes majeures. Le développement technologique fulgurant de l'espèce humaine, dont l'impact est accru par l'économie capitaliste actuelle, qui est mondialisée et qui a en elle des structures qui incitent à la consommation et au rejet fréquent des objets, non pas quand ils sont usagés, mais simplement quand ils sont passés de mode. La mode pouvant durer une année, vous voyez bien que ça peut induire une consommation absolument hallucinante, hein. Et l'autre point qui est évidemment, qui fait partie des tabous, c'est quand même l'explosion démographique de l'humanité, qui est un facteur énorme de pression sur les milieux naturels et sur la biodiversité. Je vais vous dire, en Afrique de l'Ouest, il n'y a plus aucun parc national qui tient le coup, parce qu'ils sont squattérisés par des paysans sans terre, étant donné qu'on a, dans beaucoup de pays africains, la population double tous les 25 ans. Et parfois moins. Alors la diffusion massive des technologies a un impact qu'on peut imaginer. Il y a déjà des précédents. Je rappellerai les soucis justifiés relatifs à la destruction de l'ozone stratosphérique, hein. On est passé près de la catastrophe quand même. Et puis il y a le problème des combustibles fossiles, qui est un problème majeur à l'heure actuelle, qui sont les facteurs, sinon principaux, du moins les facteurs qui viennent au premier rang quand même du réchauffement, et puis le fait que l'homme technologique déverse de plus en plus dans l'environnement des substances dont la toxicité est celle des armes chimiques, et parfois au-delà. Et comme je le disais, un autre facteur qui amplifie l'impact environnemental de l'espèce humaine, c'est la société de consommation qui a institué la dégradation, le changement fréquent des objets en incorporant l'usure dès la fabrication, ce qui incite encore plus au renouvellement fréquent. Alors l'explosion démographique, vous voyez, plus qu'un commentaire, ce diagramme qui est en coordonnées arithmétiques, hein, est très simple. Vous voyez la progression de l'espèce humaine, ce qui s'est passé disons, à partir de la fin du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, il n'y a que les démographes natalistes qui nous expliquent qu'il n'y a pas eu d'explosion démographique et que l'explosion démographique est derrière nous, que la population humaine va baisser. Eh bien, pour l'instant, c'est des gens qui nient le réel, qui sont face du noir et qui vous disent qu'il est blanc, hein. Excusez-moi, mais quand on voit des courbes comme ça, il y a de quoi quand même s'interroger. Et voici ici le temps nécessaire pour que l'humanité s'accroisse de 1 milliard. L'humanité a atteint le premier milliard en 1900, disons, mais pas tout à fait. Et le premier milliard, ça veut dire qu'elle a mis 2,5 millions, le genre humain a mis 2,5 millions d'années pour atteindre 1 milliard.
il a mis, voyez-vous, 123 ans pour passer au second milliard, il a mis 33 ans pour passer au troisième, etc. Et ce temps, cet intervalle de temps pour prendre 1 milliard de plus, a baissé jusque, on peut dire, au début du présent siècle. Hein? Alors là, il y a une erreur. Le 8e milliard, c'est pas dans 16 ans par rapport à 2012, puisqu'on a atteint en fin 2022. Il y a eu une erreur de saisie. Alors évidemment, cette population déjà pléthorique et depuis longtemps constitue une menace majeure pour la destruction des écosystèmes, parce que dans le tiers-monde, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Là où il y a des forêts tropicales, elles sont rasées pour les mettre en culture. Alors, que l'on me dise qu'il y a là-dedans des destructions de forêts tropicales pour produire des cultures industrielles d'exportation, personne n'en disconvient. Mais il y a aussi ce que vous décrivez en Afrique, des paysans affamés qui squattent les parcs nationaux pour défricher. Il n'y a plus en Côte d'Ivoire une seule forêt primaire. Il n'y en a plus. Parce que même dans les parcs nationaux, elles ont été coupées, et en partie pour les défricher. Alors, vous avez ici des diagrammes qui figurent les causes d'extinction, selon qu'il s'agit d'espèces terrestres, d'espèces aquatiques des eaux douces ou des eaux marines. Et vous voyez que, eh bien, là-dedans, vous avez évidemment le changement climatique, parce que si la tendance actuelle se maintient, en 2080, il fera à Stockholm le climat de ma Marseille natale. Seuls des insensés pourraient prétendre que d'ici 2080, la végétation boréale s'adaptera à un climat qui est celui de Marseille. Hein. Il faut être un optimiste né pour arriver à ça. Et vous voyez, évidemment, cela dépend de l'habitat des espèces. Dans les espèces marines, par exemple, le changement climatique a un effet plus important que dans les milieux terrestres, qui sont plus adaptés à des oscillations de température que le milieu marin, qui est très tamponné thermiquement. Le milieu marin est caractérisé par sa grande résistance à la fois au réchauffement et au refroidissement. Et les pollutions interviennent, mais vous voyez que pour l'instant, les pollutions n'interviennent que dans des cas particuliers, et pas tellement dans le bilan global, mais là, il s'agit d'un pourcentage des espèces et non pas de la biomasse. Je vous expliquerai que, par exemple, pour les insectes, une catégorie d'insecticides est en train de provoquer tout simplement la disparition totale des insectes. Alors, vous voyez la déforestation, il ne faut pas oublier que ça a commencé en Europe. Voilà la forêt hercynienne, c'est-à-dire la forêt primitive européenne, en l'an 1000. Et voyez ce qu'elle était en 1900. Depuis, il faut savoir que la forêt en Europe a légèrement augmenté parce que il y a eu des mesures de protection qui ont été prises dans tous les pays, en dehors de la France, qui a été pionnière quand même dans ce domaine avec Colbert. Et pour des tas de raisons, on a abandonné des terres défrichées dans les zones où les sols étaient pauvres pour les reconvertir, pas tellement en forêt, mais en boisement, c'est-à-dire en plantation d'arbres alignés au cordeau. Hein. Et vous voyez la forêt aux États-Unis, et là, l'effet sur la biodiversité aux États-Unis a été beaucoup plus grave, parce que la dégradation de la forêt a été très rapide par rapport à l'Europe. Hein. Si bien que des forêts naturelles en Amérique du Nord, vous voyez, c'est surtout au Canada. Aux États-Unis, il n'y a que quelques zones isolées, alors, dans les pays tropicaux, c'est une catastrophe. Madagascar était, en 1850, aux 2/3 couvert de forêt. Actuellement, il est couvert à plus d'un tiers de désert et de semi-désert. Et là, le déboisement à Madagascar a été essentiellement le résultat de l'explosion démographique malgache. Madagascar comptait 3 millions d'habitants en 1939, ils sont actuellement 25 millions. Et ils défrichent les forêts pour mettre en culture. C'est la cause. Il n'y a pas d'exportation de bois industriel pratiquement de Madagascar, il n'y en a jamais eu. Il y a eu quelques essences rares, mais l'essentiel, c'est la mise en culture. J'ai pu voir moi-même à Madagascar, il n'y a pas très longtemps, enfin c'était au début, en 2003, hein,
J'ai vu des zones entières défrichées, des forêts primaires, pour m'y mettre en culture. Et d'autre part, il y a l'énergie, le charbon de bois. Vous voyez là, au bord d'une route, dans le sud de Madagascar, des tas de charbon de bois, j'en ai photographié 2, mais il y en avait une dizaine. Et ça aussi, c'est un facteur énorme de déforestation. L'énergie, tout simplement. Alors, d'autre part, il y a une déforestation organisée par des multinationales alimentaires, comme celle en Indonésie, qui est destinée à planter des palmiers à huile. Alors que les forêts tropicales d'Indonésie étaient les forêts tropicales ayant la plus grande biodiversité de la planète, vous avez sur d'immenses surfaces maintenant des palmiers à huile, dont on fait du biodiesel. Vous voyez, les gens qui vous parlent des biocarburants, Total, à la Mède, près de Marseille, convertit sa raffinerie de pétrole en usine de fabrication de biodiesel importé, 200 000 tonnes par an. C'est-à-dire qu'on est en train de brûler les forêts tropicales et leur biodiversité pour planter des palmiers à l'huile, avec le résultat que l'on sait. Rien que dans la partie nord de Bornéo, il y a 18 millions d'hectares de palmiers à huile. Presque autant que la surface agricole utilisée de la France. Alors, au niveau des espèces vivantes, eh bien, il y a aussi des problèmes énormes. Là, vous voyez les trois grandes espèces de mammifères africains. En vert, vous avez la répartition géographique avant que l'Afrique ne soit colonisée et que surtout l'Afrique ne voit sa population gonfler démesurément. Et maintenant, vous avez en rouge là où on peut trouver les mêmes animaux. Et la fragmentation de la forêt, évidemment, c'est produite dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Disparition du pigeon migrateur, par exemple. Vous voyez dans le Wisconsin, les forêts feuillues en 1831, vous voyez ce que c'était en 1950. Alors la surexploitation des peuplements animaux par la chasse, mais aussi le trafic d'espèces, puisque maintenant les gens ils veulent avoir dans leur chambre une cobra, on ne sait jamais, hein, ça peut être intéressant. Mais enfin, tout ça amène un trafic d'espèces énorme, parce que sur le marché des amateurs d'animaux, certaines espèces atteignent des prix de vente faramineux et sont une source de gains insensée. Alors la chasse et le braconnage interviennent évidemment. Et puis, au milieu océanique, la surpêche, qui, elle, est essentiellement alimentaire, quand on pense que la Chine est en train de piller toute la zone économique exclusive des pays africains en général et d'autres régions du monde. Alors, l'éléphant, c'est un exemple, un cas d'école, puisque l'éléphant est tué par les braconniers uniquement pour son ivoire. Et alors qu'il y avait 2 millions d'éléphants en Afrique en 1970, actuellement les données oscillent. La donnée la plus favorable, c'est 415 000 en 2021, mais il y a d'autres données qui le situent entre 325 et 350 000. 2 millions en 1970. En 50 ans, vous voyez, la population a été divisée par pas loin de 10. Et voici des diagrammes qui figurent la relation entre la mortalité des éléphants et le braconnage. Vous voyez, vous avez ici le taux de mortalité par la chasse qui croît et qui est lié au prix de l'ivoire. Vous voyez, le prix de l'ivoire sur le marché à Hong Kong. Hein, c'est en référence à Hong Kong. Et alors dans le milieu marin, les exemples abondent, mais vous avez le cas des baleines, vous voyez. Sur ce diagramme, vous avez 1982, qui est l'année du moratoire sur la chasse à la baleine. Et vous voyez que toutes les grandes espèces, non seulement les baleines, mais aussi le cachalot, le grand cachalot, puisqu'il y en a 3 espèces, s'est effondré, était presque à 0 en 82. Et là, un autre exemple qui montre la surpêche, c'est que de plus en plus on pêche profond, pour pallier le déclin des grandes populations de poissons d'intérêt économique. Vous voyez, en fonction des années, regardez, en 2001, vous voyez, on était au-dessous de 250 mètres de profondeur. Maintenant, il y a des chaluts batiaux qui descendent à 800 mètres de profondeur et qui détruisent un écosystème qu'on a découvert seulement dans les années 80, les récifs coralliens d'eau profonde.
Parce qu'évidemment, un chalut dans des coraux, ça, c'est vite vu. Hein. Alors, il y a un autre problème qui provoque la disparition des espèces, sont les espèces introduites. Un cas d'école, c'est celui du lapin en Australie, 12 couples en 1858, 1 milliard en 1900. Et le lapin a provoqué la disparition de plusieurs espèces de marsupiaux qui avaient une niche écologique comparable à celle du lapin. Là, vous avez l'abeille tueuse qui a été introduite au Brésil et petit à petit, vous voyez les remontées, et elle a colonisé même le sud des États-Unis maintenant. Alors cette abeille, évidemment, elle élimine l'abeille domestique de nos pays, là, qui est l'abeille classique et qui ne pose pas de problème d'élevage. L'introduction en France et en Europe de la tortue de Floride est une catastrophe. Par exemple, dans la réserve naturelle nationale de Camargue, qui a été créée par la SNPN en 1927, 30 ans avant la loi sur les réserves naturelles en France, eh bien, la tortue de Floride a causé des dommages énormes dans les peuplements de vertébrés, surtout de poissons, de l'étang de Vacarès et des autres grands étangs. Là, vous avez un exemple avec le végétal, c'est la jacinthe d'eau, qui a été introduite dans l'ancien monde tropical, d'abord au Vietnam, d'ailleurs par des Français en provenance d'Amazonie. Eh bien là, vous avez une rivière de Bornéo qui est large pratiquement comme la Seine à Paris. Hein. Vous voyez la jacinthe d'eau qui couvre toute la rivière, et évidemment, ces jacinthes d'eau vont provoquer la disparition de toute une série d'espèces de plantes aquatiques autochtones. Elles ne font pas que se multiplier. Et là, vous avez la perche du Nil, qui est un animal énorme, il peut faire plus de 2 mètres de long. On l'a introduite dans le lac Victoria. Il y avait 300 espèces de cyclidés endémiques pour la plupart dans le lac Victoria, et elle a provoqué la disparition de 200 espèces. Un petit détail. Alors, un autre exemple de ce qui peut provoquer des disparitions massives sont les insecticides dits tueurs d'abeilles, parce qu'en réalité, ils tuent tout. Ils tuent tous les insectes, ils tuent tous les invertébrés, ils tuent les animaux, les vertébrés à sang froid, aquatiques, c'est-à-dire les grenouilles, les crapauds, les amphibiens et les poissons. Donc, et alors, ces insecticides dont vous avez la formule ici sont des insecticides voisins de la nicotine, sont les plus puissants insecticides connus, et leur problème, c'est qu'ils sont systémiques, c'est-à-dire qu'on traite le sol et ils placent dans toute la plante. Autrement dit, tout insecte qui va butiner, tout animal qui va butiner la plante va périr parce qu'il va boire un nectar aux néonicotinoïdes. Hein? Et la conséquence, c'est qu'on constate, alors vous avez là, évidemment, vous avez une abeille domestique, un bourdon, là vous avez un autre insecte, une abeille sauvage, un mégachile, là vous avez un halictus, une autre abeille sauvage qui est en train de polliniser un plant de chicorée, vous voyez, c'est... Bon. Et on a constaté que la biomasse d'insectes en Europe, depuis 1992, première année où ces insecticides, cette famille d'insecticides a été commercialisée, la biomasse d'insectes en Europe a baissé de 75%. D'ailleurs, quiconque, même s'il ne s'intéresse pas du tout à la vie sauvage, le constate. Circuler en automobile, maintenant a fortiori au mois de juillet, autrefois, en une demi-heure, vous aviez le pare-brise impacté de quantité de splash d'insectes. Maintenant, vous pouvez faire Paris-Lyon, vous n'avez rien. Il n'y a plus d'insectes. Il n'y a plus d'insectes. Alors, un autre problème, c'est le déclin des variétés cultivées, de plantes cultivées, et des animaux d'élevage. Il faut savoir que l'homme a provoqué la disparition d'espèces cultivées. Un des cas les plus remarquables, c'est l'influence des conquistadors en Amérique latine, qui ont interdit aux Aztèques et aux Incas la culture de toute une série de plantes au motif que c'était des plantes du diable qu'ils consommaient lors de leurs rites religieux. Et en particulier, il y avait 3 espèces d'amarante qui étaient cultivées depuis le Mexique jusqu'à la Patagonie pratiquement. Hein. Et 2 d'entre elles ont disparu. La seule qui a été sauvée, c'est le quinoa.
dont on découvre maintenant qu'il a des capacités alimentaires absolument extraordinaires, qui a été sauvé parce qu'en Bolivie, il y a eu quelques villages très reculés de descendants des Incas qui ont réussi à le cultiver à l'abri du regard des conquistadors, des Espagnols. Voilà où on en est. Mais il y a d'autres espèces cultivées qui ont disparu, et cela est encore plus important. On verra cela. Alors, un autre exemple, le déclin des variétés de légumes. Vous voyez le nombre de variétés de légumes aux États-Unis en 1900, en haut, et le même nombre de variétés de légumes en 2000 en bas. C'est hallucinant. Mais c'est la même chose en France, ne vous faites pas de soucis. Vous prenez les melons, il y avait 330 espèces de melons, maintenant il y en a 330 variétés de melons, il n'y en a plus que 27. Vous prenez le cas des tomates, 408 variétés de tomates. La tomate est originaire d'Amérique tropicale, et maintenant 70, etc., etc., etc. Et pour les races d'animaux domestiques, c'est la même chose. À titre d'exemple, il y avait 40 races méditerranéennes de moutons et 114 de bovins. Elles sont toutes en déclin, à l'exception pour les moutons de 2 et pour les bovins de 3. Par exemple, cette race, la race Tibar, qui est en Tunisie répandue dans toute la moitié nord du pays, il n'y en a plus que 300 localisés dans une étroite province, une partie étroite de la province du nord-ouest. Alors, pourquoi préserver la biodiversité? Eh bien, il y a de nombreuses raisons économiques, culturelles et esthétiques. Tout cela est anthropocentré. Il y a aussi des raisons scientifiques majeures et des raisons éthiques, bien évidemment. Alors, maintenant, il y a l'aspect utilitaire. L'aspect utilitaire, c'est que la justification de la Convention internationale protégeant la biodiversité des Nations Unies, c'est les services écosystémiques, c'est-à-dire l'approvisionnement. Il y a des services aussi de régulation de la biodiversité, entre autres pour le climat, pour l'eau. Quand vous coupez une forêt, vous détruisez le cycle de l'eau et vous avez une aridification incroyable. Vous avez un exemple dans l'île d'Hispaniola, entre ce qui se passe à Saint-Domingue à l'est et à Haïti à l'ouest. C'est le même habitat, c'est le même biotope, forêt tropicale à Haïti, il n'y a plus rien, ils ont tout rasé. Moyennant quoi, ils ont des sécheresses qui débordent à la saison des pluies, avec des rivières qui peuvent être à sec 15 jours à un mois de l'an. À Saint-Domingue, où la forêt est conservée, eh bien, les rivières et les fleuves couvrent toute l'année. Et c'est valable aussi pour la Méditerranée, et pas seulement française. Donc, vous avez aussi les services culturels et éducatifs, et les services dits de support aux écosystèmes, c'est-à-dire les phénomènes de production par les végétaux, la formation des sols, entre autres par les vers de terre, etc., etc. Alors là, c'est un schéma général des services écosystémiques. Je ne vais pas le commenter parce que le temps passe. Alors, quelles sont les raisons économiques de la préservation de la biodiversité? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, un cas qui démontre magnifiquement ce rôle, c'est l'affaire de la très forte régression du manioc en Afrique, il y a quelques décennies, à cause de 2 maladies de champignons phytopathogènes qui attaquaient la culture, comme un peu le milieu de la vigne, si vous voulez, ou de la pomme de terre. Eh bien, le manioc a été sauvé parce qu'on l'a recroisé avec une espèce de manioc sauvage, Manio glasiovii, espèce qui se trouvait aux franges de l'extinction parce qu'il n'en existait plus que dans 1 ou 2 vallées du piémont des Andes, dans des zones très étroites. Et ça a permis à la culture de manioc de reprendre son essor dans les zones tropicales de l'ancien monde. Alors la pollinisation est un autre exemple, puisque n'oubliez pas que 60% des espèces de plantes cultivées sont pollinisées par des insectes essentiellement. Et on estime que ça peut monter à 80% dans certains pays tropicaux, et en volume, 35% de la production alimentaire mondiale, en quantité d'aliments produits, est le fait d'insectes et d'autres animaux pollinisateurs, mais surtout d'insectes. Alors la contribution de la pollinisation, on considère, vous avez la fourchette là jusqu'à 577
milliards de dollars par an, mais beaucoup d'experts considèrent que c'est vraiment une estimation minimale et qu'il faudrait la réévaluer en hausse. Et pour vous donner un exemple, il y a aussi des vertébrés pollinisateurs, et dont 16 qui sont pollinisateurs, en particulier sous les tropiques des chauves-souris, mais aussi des colibris en Amérique tropicale et des suimangas qui sont leur équivalent écologique dans l'ancien monde tropical. Eh bien, les espèces de pollinisateurs, elles-mêmes vertébrés, sont menacées d'extinction. Alors vous avez un exemple, le durian. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le durian, c'est un fruit qui peut être de cette taille, dont le goût est délicieux, mais il déplaît aux Européens parce qu'il a une odeur très typée. Eh bien, le durian est pollinisé pas par des insectes, mais essentiellement par une chauve-souris, dont vous avez ici une photo. Elle s'appelle Eonycteris spelea. Hein. Il y a aussi là un suimanga, un nectarinidé. Eh bien, le durian, il y a eu déjà des problèmes avec les insecticides, parce que il y a une vingtaine d'années, en Thaïlande, il y avait d'immenses plantations de durian qui couvraient plus de 20 000 hectares quand même, qui ne produisaient plus de fruits. Pourquoi? Parce que les traitements insecticides dérivaient et tuaient les chauves-souris, la chauve-souris qui le jour était perchée dans les arbres en bordure de cette zone. Eh bien, pas de chauve-souris, pas de durian. Alors, il y a aussi des espèces animales qui présentent un grand intérêt et qui sont menacées. Là, vous avez un élan, c'est le genre Taurotragus. Il y a deux espèces en Afrique. L'élan de Derby, en Afrique de l'Ouest, qui est menacé d'extinction, mais de menace immédiate. Hein. Et vous avez l'élan du Cap, ici, c'est une grande bête, hein, c'est un animal qui peut peser plus d'une tonne, c'est la plus grande des antilopes, et des recherches faites par des zootechniciens ont montré que l'élan de Derby produisait en moyenne, sans sélection encore, plus de lait que les moyens qu'on élève. Et cette espèce, une des deux espèces est menacée d'extinction, et celle de l'Afrique australe a survécu grâce à des efforts privés qui ont mis quelques élans au départ du Cap dans des réserves naturelles privées. Ça a été incroyable. Alors vous avez d'autres élans d'autres antilopes qui avaient été domestiquées, dont le savoir s'est perdu, dont l'Oryx baissa, qui avait été domestiqué par les anciens Égyptiens et dont on a perdu le savoir-faire de l'élevage, alors qu'il est capable de pâturer dans des pâturages semi-arides où les bovins ne peuvent nullement pouvoir commencer à se nourrir. Alors là aussi, vous avez de nombreux exemples d'organismes vivants, en particulier de plantes et champignons, à l'origine de substances médicamenteuses très utilisées, puisqu'on estime que plus de la moitié des médicaments cardiotoniques actuels sont extraits de plantes de régions tropicales. Alors vous avez le cas de la pervenche de Madagascar, dont les deux espèces étaient menacées, endémiques, et elles vivaient dans des lambeaux de la forêt occidentale de Madagascar, qui a quasiment disparu en totalité, et sont des plus puissants anticancéreux contre toute une série de leucémies, et qui sont utilisés à l'heure actuelle à vaste échelle. Hein. Alors il y a toutes les raisons esthétiques, vous voyez, mais aussi récréatives. N'oubliez pas la part que présente actuellement le tourisme pédestre ou autre dans la nature. Hein. Et puis il y a des raisons esthétiques relatives à la nature. Le grand savant franco-allemand von Humboldt avait créé le terme de monument de la nature dès 1812. Hein. Et donc il y a l'importance de la nature pour des raisons culturelles aussi dans la littérature ou la peinture ou les arts est considérable. Et des raisons éthiques parce que de quel droit l'homme pourrait-il s'arroger le droit de procéder au plus immense génocide qui n'ait pu jamais exister sur la Terre, celui de la totalité des millions d'espèces vivantes existantes. Cela est un vrai problème, je dirais, philosophique. Hein. Alors vous avez ici les différentes justifications de la protection de la nature, je ne vais pas les commenter, mais entre autres c'est le droit
des animaux sauvages à vivre. C'est une question qui longtemps a été négligée. Vous savez, Descartes, l'homme était le maître de la nature, il amplifiait les données théologiques. Il n'inventait rien de nouveau pour une part. Il aurait mieux fait de se limiter aux mathématiques et à la physique entre nous. Alors comment préserver la biodiversité? Il y a des mesures juridiques, évidemment, des mesures concrètes de préservation des écosystèmes, des milieux naturels, comme on dit vulgairement, et des mesures économiques et sociétales. Alors, il y a eu de nombreuses conventions internationales ou européennes ou mondiales. La convention de Washington pour protéger les espèces, la biodiversité végétale et animale, le droit de la mer en 84, les accords internationaux sur les bois tropicaux, la convention de Rio dont je vous ai parlé, et celle sur les changements climatiques. Tout cela, c'est en rapport. Et puis, il y a eu d'autres dispositions internationales, comme Ramsar pour les zones humides, la convention de Bonn pour les espèces migratrices, et de Berne, adoptée par la France. Entre parenthèses, ces conventions que la France a signées protègent l'ours et le loup. En France, ça fait rigoler, puisque on a actuellement des plans réalisés par le président de la République en personne qui consistent à tuer 20% de la population de loups. Or, 20%, c'est au-dessus du potentiel de reproduction du loup, de la population de loups française. C'est-à-dire qu'on a entériné dans la réglementation la disparition progressive du loup. Quant à l'ours, ne parlons pas de cela. Il y a des chasseurs qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune poursuite, qui ont tué successivement trois ours qui avaient coûté 4 millions d'euros à la France, parce qu'on les avait achetés à la Slovénie pour repeupler les Pyrénées. En 1939, il y avait dans les Pyrénées françaises plus de 300 ours. Et à l'époque, que je sache, on arrivait à élever les moutons. Alors il faudra qu'on m'explique. En fait, ce sont des gens irrationnels parce qu'ils cumulent à la fois l'indemnité, parce que le mouton tué est payé 2 fois son prix moyen par l'État. En plus, ils veulent tuer les loups, mais en même temps, ils ont un problème. Parce que pour avoir des indemnités, il faut qu'il y ait des loups, dont des moutons tués. Je ferme la parenthèse, je n'ai pas le temps de développer. Alors, les mesures concrètes, vous avez d'abord la mise en réserve d'habitats d'écosystèmes continentaux ou océaniques, et vous avez toute une série, les Nations Unies ont un classement qui est mondialisé, qui est standardisé, qui a été entériné par tous les pays pratiquement. On classe les aires protégées de façon décroissante en fonction du degré de protection. Ici, vous voyez, vous avez cela. Des réserves naturelles strictes. Par exemple, en France, il n'y a que la Camargue qui est une réserve naturelle stricte, jusqu'aux aires de gestion de productivité biologique, où on peut faire à peu près tout. Simplement, il y a des quotas pour pas épuiser la ressource vivante. Et entre parenthèses, l'essentiel des aires protégées en France, c'est ce qu'on appelle les parcs naturels régionaux. Et les parcs naturels régionaux, eh bien, je regrette, ce sont des zones de paysages protégés, et la biodiversité là-dedans, on s'en fiche totalement. Alors là, vous avez l'iceberg de la biodiversité. L'iceberg de la biodiversité, c'est que, en fait, les aires protégées, c'est la partie visible de l'iceberg. Non, pas les aires protégées, je veux dire ce qui est vraiment strict, c'est-à-dire les arboretums ou les zoos en plein air, vous voyez comme ça existe. Au-dessous, vous avez les parcs nationaux et autres réserves analogues, et au-dessous, vous avez l'ensemble des habitats naturels. Et en fait, le problème est que ce ne sont pas les seules aires protégées strictes, c'est-à-dire les 1 et une partie des 2 seulement, qui permettront de sauvegarder la biodiversité. Alors, il y a eu des sauvegardes ex situ. Par exemple, l'oryx d'Arabie était chassé dans les années 1950 par les nababs du pétrole en auto, en montant une mitrailleuse sur le toit découpé de l'auto, vous voyez. Bon, l'espèce était à 2 doigts de disparaître, et elle a été amenée en Arizona, où elle a été sauvée en Arizona, et ensuite elle s'est multipliée, elle a été ramenée d'abord à Oman, puis en Arabie Saoudite. Cela dans les années 80-90. Alors vous voyez les aires protégées, même océaniques, c'est les grandes taches bleu foncé, c'est pas grand-chose.
Alors, en fait, il faudrait protéger les habitats naturels dans le reste du territoire. Et là intervient une notion importante, les corridors, parce que si on laisse des aires isolées avec de petites populations, les populations vont dégénérer par la suite de la consanguinité. Il faut qu'il y ait des échanges, et voilà, différents types d'échanges. Et en France, ça a été institutionnalisé, ça vaut ce que ça vaut, la trame verte et bleue, qui tient compte de certains tronçons, vous voyez, certains tronçons de rivières, qui tient compte ce qu'on appelle les aires Natura 2000, qui ne sont pas des réserves, elles ne sont pas d'État, elles sont privées en général. Et vous voyez, vous avez aussi ce qu'on appelle les stepping stones, les pas de guet, où là, il n'y a pas une continuité, mais les espèces peuvent sauter d'une petite aire protégée à une petite aire protégée voisine, et donc échapper au massacre. Alors, la France est partie prenante de toutes ces grandes conventions, mais le problème en France, c'est que nous sommes le pays qui a les meilleures lois du monde, mais aussi c'est celui où elles sont le moins appliquées. Hein. Alors, on a signé les changements globaux, ils ont fait tout un topo avec la COP 15 à Paris en 2015, et c'est quand même en France qu'a été fondée l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, en 1948, UICN, qui est maintenant une partie du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui concerne la préservation des habitats naturels et leur biodiversité, qui est spécialisée là-dedans et qui a un caractère scientifique. Alors, le dernier rapport de l'IPBES, a déjà mis en garde de la situation mondiale de la biodiversité tous les pays concernés, et on l'a d'ailleurs appelé le GIEC de la biodiversité. Et très récemment, à la suite, vous savez qu'il y a l'équivalent du protocole de Kyoto pour la biodiversité, qui est le protocole de Nagoya. Ce protocole n'a pas été aussi suivi que le protocole de Kyoto pour le climat global. Et lors de sa réunion en octobre 2022 au Canada, le GIEC de la biodiversité a stipulé que les États devaient protéger chacun 30% de leur territoire, c'est-à-dire mettre de façon ou d'une autre en réserve, plus ou moins exploité, mais en réserve, 30% de leur territoire si on voulait sauvegarder la biodiversité. Alors que faire? On ne peut pas évidemment continuer le système actuel où on met en réserve quelque chose et puis on détruit tout autour de cette aire protégée. C'est ce qu'on appelle la nature bunker, vous voyez, vous avez ça et puis tout est ratiboisé autour. Bon, donc il faut faire autre chose. Et quels sont les obstacles socio-économiques? Puis finalement on en vient là. Eh bien, je regrette, c'est pas seulement une opinion, l'économie mondialisée capitaliste est en train d'accélérer le processus. N'oubliez pas, la seule Chine qui est en train de piller les océans, non seulement pour se nourrir, mais pour exporter des produits de la mer. Parce que les Chinois sont des commerçants, et pour être exportateurs, ils sont très forts, vraiment forts. Donc, vous avez ce problème, et l'antinomie intrinsèque qui existe entre préservation de la biodiversité et surexploitation à court terme, comme cela se pratique. Hein. Et on retrouve le même problème avec les changements climatiques et les problèmes d'énergie, et les questions d'énergie, hein, de ressources en énergie. Et seul un bouleversement de la structure de l'économie actuellement animée, qu'on le veuille ou non, en ce qui concerne la biodiversité, entre autres par la recherche effrénée du profit, on le voit avec la convention de Washington, il y a certaines espèces rarissimes de cactus qui se vendent 15 000 € pièce à l'heure actuelle. Vous imaginez l'appel d'air que ça fait? L'ivoire en Chine, c'est la même chose. Il atteint, vous avez vu très rapidement les cours de l'ivoire à Hong Kong. Et seul un bouleversement de la structure de l'économie actuellement animé donc par cela, qui permettrait vraiment à la civilisation humaine de faire appel à des modèles écologiques analogues à ceux qui gouvernent le fonctionnement de la biosphère. L'autre grande cause de pression, de régression de la biodiversité, c'est évidemment la démographie urbaine proliférante. Je rappelle qu'à l'heure où je vous parle, au Niger, il y a en moyenne 7 enfants par femme, et qu'à ce rythme, la population double tous les 18 ans. Imaginez si en 18 ans,
C'est-à-dire en 2040, la France compte, excusez du peu, 120 millions d'habitants. Même plus 130 et quelques millions d'habitants. On en est là. Alors bon, les obstacles philosophiques, ils sont nombreux. Je vais parler de Descartes, l'anthropocentrisme, c'est-à-dire que l'homme considère que seul ce qui le concerne économiquement est important, d'où la notion de service écosystémique, et il faut une éthique biocentrée, dépassant les éthiques limitées seulement à l'homme. Alors, il y a eu plusieurs courants philosophiques là-dessus. Aujourd'hui, il y a des penseurs, des philosophes qui s'en préoccupent. Là, c'était Corinne Pelluchon, mais elle est loin d'être seule. Hein. Alors, il y a des scénarios pour l'humanité et la biosphère qui vont du scénario actuel entre nous, ou à peine, où il n'y a pas de conservation, vers les scénarios où l'espèce humaine mettra en œuvre, entre autres, ce que l'on a préconisé lors de la réunion du protocole de Nagoya au Canada, c'est-à-dire mettre à 30% de la surface des continents émergés en réserve naturelle et à peu près l'équivalent dans le milieu océanique. Et selon l'option que l'on va prendre dans les années qui viennent, eh bien, ou bien on aura cela, c'est-à-dire plus rien, tout sera ratatiné, et sans doute nous commencerons à terminer en méchoui, comme les moutons, ou bien on arriverait à ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire un approvisionnement et une régulation à tous les points de vue, y compris culturels, et même des trajectoires évolutives qui, en quelque sorte, iraient bien au-delà de l'anthropocène. Alors, écoutez, là j'ai cité Barry Commoner. Barry Commoner était un scientifique concerné, comme on les appelle en américain, dont je fais partie d'ailleurs, et qui a écrit dans un livre sur la crise globale de l'environnement qu'on connaissait bien en 72 déjà. Hein, et il a analysé ces questions-là et il a écrit à la conclusion de son livre ce qui est écrit ici. En gros, il considère que dans le système actuel, il y a des privilégiés qui continuent à tirer bénéfice en essence de la destruction de la nature et de ses ressources, et que, en même temps, au travers des médias, ils se frappent d'anathème toute remise en cause du modèle économique en vigueur, dogmatiquement considéré comme fondamental. Et enfin, à l'heure actuelle, ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire essentiellement le capitalisme mondialisé, voient les problèmes résolus par la science et se révélés par la logique des expériences qui ont été vécues dans le marécage des propagandes et des intérêts personnels. Nous y sommes. Je vous remercie. Il y a une dernière diapo. C'est la conclusion. Mais je l'avais dit oralement, la conclusion. Hein.